chers collègues, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui dans ce colloque intitulé Le doute en droit. Je tiens d'abord à remercier mes collègues à l'Institut de droit public à l'Université Paris-Saclay pour leurs efforts dans l'organisation de cet événement. Au début, je me permets de me présenter. Je m'appelle Abdelmohsen Chiha, je suis fraîchement docteur en droit de l'Université de Strasbourg. Je préparais une thèse de droit administratif centrée sur la fonction de la régulation économique. À titre professionnel, je suis maître des requêtes au Conseil d'État égyptien. Donc, en dehors de cette période de césure pour le projet doctoral, j'exerçais la fonction de rapporteur public à la section de contentieux depuis 2011. Le sujet de ce colloque m'a fortement intrigué et je félicite les organisateurs de cet excellent choix thématique. La relation entre droit et doute semble être à première vue antinomique. Le droit existe pour réguler la vie économique et sociale, assurant par là même une certaine visibilité pour les intéressés. C'est dès lors que la certitude semble contrer l'idée du doute. Pourtant, un examen un peu poussé montre que la relation entre doute et droit prend des formes différentes. Tantôt le doute peut interroger le droit, tantôt il peut être mis au service du droit. Dans le dictionnaire de vocabulaire juridique, le doute est défini comme étant un état d'esprit d'une personne qui hésite entre affirmation et négation, entre plusieurs opinions, quelqu'un qui balance entre plusieurs parties à prendre. Dès lors, quand on l'examine sous l'angle du juge, ce qui nous intéresse dans le premier panel du colloque, on peut penser que le doute représente pour lui un ennemi qu'il cherche à vaincre. Depuis longtemps, la mission du juge a été de trancher les litiges en s'appuyant sur les preuves apportées par les parties. Donc sa mission a été de surmonter le doute, arrivant ainsi à atteindre la vérité. C'est pour cela qu'on dit que le président de la Cour de justice de Memphis, en Égypte ancienne, portait à son cou une chaîne d'or d'où pendait une figure composée de plusieurs pierres précieuses qui représentaient la vérité. Car la vigilance des Égyptiens était extrême en matière de justice. Ils étaient persuadés que la manière de la rendre était le soutien ou la ruine de la société. La vérité. Dans la société moderne, la relation entre le juge et le doute a perduré. Le doute, s'il gagnait souvent du terrain dans l'esprit du juge, ce n'est que pour arriver à déceler la vérité juridique. Ainsi, le juge cherche à dissiper le doute, à le chasser pour prendre une décision éclairée et éclairante de la vérité juridique. Et c'est précisément à cet égard que la mission du juge administratif de référé suspension s'avère tout à fait particulière. Ce juge ne cherche pas en effet à éviter le doute. Bien au contraire, le doute réside au cœur de sa mission, centrée sur une notion particulière qui est la notion du doute sérieux. Ainsi, comme on va le voir, le doute anime l'office d'un juge de provisoire qui ne cherche pas la certitude, mais plutôt la vraisemblance. Un office particulier parce que le juge peut naturellement porter au oui ou au non plutôt que au peut-être ou au semble-t-il, comme le dit professeur Chapuis. Avant d'entrer au vif du sujet, il convient peut-être de rappeler ce que c'est le juge administratif de référé suspension. On sait qu'une des manifestations singulières du droit administratif, c'est le caractère provisoire des décisions administratives. Ce que le Conseil d'État a considéré comme la règle fondamentale du droit public. C'est précisément ce caractère exécutoire qui incarne la force exorbitante de l'administration. Partant, le recours du juge administratif devant le juge administratif n'a pas d'effet suspensif. Cela peut s'expliquer par le fait qu'une suspension systématique suite au recours pourrait entraîner une paralysation de l'activité administrative. Or, d'un autre côté, l'absence totale d'effet suspensif de recours peut également porter atteinte aux intérêts des administrés. En effet, entre le moment où un recours est introduit devant le juge
et le moment où ce dernier statut, le temps y coule, et ce temps peut jouer au seul profit de l'administration. Et cela alors même que la décision attaquée peut s'avérer manifestement illégale. C'est pour cela que nous avons un système de référé suspension, ce qui était appelé anciennement le sursis à exécution. Et cela s'inscrit précisément dans la logique de contrer les effets pervers résultant du temps qui passe lors du procès. Donc il permet à tout requérant de demander à un juge spécial, ce qui est le juge de référé suspension, de suspendre temporairement l'exécution de la décision attaquée. Lorsque le juge examine la demande de suspension d'exécution, il cherche, au-delà de la condition d'urgence, l'existence d'un doute sérieux. La fonction de doute ici est de montrer une illégalité apparente de la décision à attaquer, justifiant de décider rapidement, par un examen sommaire, la suspension de son exécution. Il contribue ainsi à préserver l'efficacité de l'intervention du juge principal au moment où il statue. La notion de doute sérieux joue un rôle central dans l'office du juge de référé suspension. D'une part, on voit que le doute est saisi par le juge de référé suspension. D'autre part, le juge lui-même peut être saisi par la notion de doute sérieux. C'est-à-dire que la notion de doute sérieux peut être une condition plancher et une condition plafond. Commençons par la condition plancher. En l'état ancien de droit, avant l'adoption de la loi du 30 juin 2000, la loi assignait au juge de sursis à exécution de rechercher un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. Durant la deuxième moitié du XXIe siècle, le Conseil d'État en France avait interprété la condition de moyen sérieux d'une manière très restrictive. Cette lecture, semble-t-il, était justifiée par un souci de responsabilité. Les juges de sursis à exécution ne voulaient pas voir le sens de son raisonnement contredit par le jugement intervenant au fond. Cela invitait le juge de sursis à exécution à approfondir son examen de légalité, à étudier minutieusement les moyens présentés pour s'assurer que ceux-ci ont véritablement des mérites. Il forgeait ainsi une quasi-certitude de l'annulation de l'acte. Partant, le juge confondait un moyen sérieux à un moyen fondé, se comportant de la sorte comme un juge de la légalité certaine, assimilant ainsi son office à celui du juge du principal. L'examen approfondi des demandes de sursis à exécution a conduit à une double conséquence. D'une part, il y avait une lenteur considérable dans le traitement du dossier, et d'autre part, une tendance à rejeter les demandes du sursis à exécution. Privé de cette vocation, c'est-à-dire la célérité, et faire face à l'état d'urgence, le sursis à exécution n'avait pas vraiment d'intérêt pratique pour le requérant. Afin de changer cet état d'esprit, la loi du 30 juin 2000 a reformé le système de sursis à exécution, l'a remplacé par un système de référé suspension. C'est dans ce cadre que la condition de moyens sérieux, telle qu'interprétée par le Conseil d'État, a été remplacée par une nouvelle condition plus subtile du doute sérieux. Aujourd'hui, à l'article L521-1 du Code de justice administrative, on trouve que le juge de référé peut ordonner la suspension d'exécution lorsqu'il fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'introduction du doute sérieux a marqué une rupture avec l'interprétation faite de l'ancienne condition de moyen sérieux. Il semble que cette exigence d'un simple doute, faut-il sérieux, était objectivement moins lourde que celle d'un moyen présentant le même caractère. Alors l'article L521-1 n'exigeait pas uniquement un doute, il a exigé surtout un doute sérieux. Et ce caractère sérieux mérite quelques réflexions. Si l'article précité exige
sérieux, il ne précise pas pour autant ce qu'on entend par le caractère sérieux du doute. De plus, il ne semble pas, à la lecture des décisions rendues par les conseils d'État, qu'il a défini le doute sérieux, ni même cherché à le définir. Elle se contente plutôt d'affirmer son existence, ou bien d'affirmer que le doute sérieux n'existait pas. Mais elle n'a jamais défini le doute sérieux. Enfin, le débat doctrinal quant au référé suspension n'a porté qu'une attention quelque peu marginale à l'encontre de la qualification de doute comme sérieux. Donc, ni la loi, ni la jurisprudence, ni même la doctrine n'a tenté de livrer une définition précise de cette notion voyante de doute sérieux. On peut parfaitement comprendre, en exigeant un doute sérieux, qu'une simple hésitation d'esprit, c'est-à-dire un simple doute, ne suffit pas pour que le juge accueille favorablement une demande de suspension. Le doute doit en effet être sérieux. L'adjonction de caractère sérieux au doute vient durcir, en un sens objectiviser, la constitution de doute. Dans le sens où le juge doit démontrer le moyen sur lequel ce doute est fondé. La question qui se pose est de savoir à partir de quel moment le doute des juges peut être qualifié comme un doute sérieux. Si on peut légitimement comprendre que le caractère sérieux fait référence à une certaine gradation dans le doute, voulu par le législateur, certes, entre un doute futile, ce qui est le minimum, et la certitude, ce qui est l'état d'un doute évacué, les limites de ce degré de doute interrogent. Malgré son importance d'un point de vue théorique, il me semble personnellement que tenter de livrer une réponse tranchante trahit l'esprit même de la notion de doute sérieux. La définition s'agit en effet d'un écueil à éviter, à cause de la nature même de cette notion. En effet, il me semble que la notion de doute sérieux constitue un standard juridique textuel. À la base, le standard juridique se caractérise par son caractère imprécis. L'imprécision ici ne représente pas forcément une lacune dans le texte de la loi, car ce caractère malléable de la norme est voulu pour lui-même afin d'assurer la plus grande flexibilité lors de l'application. Elle appartient donc à l'interprète, c'est-à-dire au juge, de faire confronter le standard juridique au cas concret, donc d'adapter la règle de droit à chaque situation des faits. Donc il faudra donc apprécier la condition de doute sérieux à la lumière de l'œuvre jurisprudentielle et au cas par cas. Le doute sérieux représente donc un contenant dont le contenu est variable et évolutif au fur et à mesure du développement de la jurisprudence du Conseil d'État. D'une manière générale, la recherche du doute a des implications sur la nature de contrôle, le degré d'approfondissement de contrôle du juge de référé suspension. Si ce contrôle s'étend aussi bien aux moyens présentés par les parties qu'aux moyens d'ordre public soulevés d'office, il existe des questions délicates qui ne peuvent être résolues par un examen prima facie de légalité. Je cite par exemple la question de la compatibilité des lois avec les engagements internationaux, qui ne peut être examinée par le juge de référé suspension, à moins que l'incompatibilité soit manifeste. De même, le caractère sommaire du contrôle de référé suspension justifie que son juge ne peut dévoiler des principes généraux de droit que n'ont pas encore été dévoilés par le juge du principal. Si le doute sérieux présente ainsi une condition plancher, cette même condition semble représenter en même temps une condition plafond, c'est-à-dire une condition au-delà de laquelle le juge de référé suspension risque de dénaturer son office.
L'introduction de la condition de doute sérieux a replacé le centre de gravité de contrôle du juge de référé suspension de l'illégalité certaine à l'illégalité apparente. Ce déplacement a eu de conséquences importantes sur l'office des juges de référé suspension, qui a gagné une autonomie considérable par rapport à l'office du juge du principal. Le Conseil d'État encadre désormais l'office du juge de référé suspension, interdisant ainsi au juge de provisoire d'aller au-delà de ce qui est nécessaire de l'examen de l'égalité apparente. Alors que leur nombre est limité, on trouve deux décisions où la haute juridiction administrative a sanctionné une ordonnance à cause de l'intensification du degré de contrôle exercé par le juge de référé suspension. La première décision est celle du 6 décembre 2004. En l'espèce, un instructeur du service d'exploitation de la formation aéronautique avait saisi le juge de référé suspension du tribunal administratif de Melun pour suspendre un déplacement d'office pris à son encontre pour avoir manqué au devoir d'obéissance. Le juge du référé a accueilli favorablement cette demande et il a estimé que la sanction avait un caractère disproportionné par rapport à l'état de service de l'intéressé et en l'absence de gravité des faits qui lui étaient reprochés. Lorsque le Conseil d'État a examiné l'affaire en cassation, il a annulé cette ordonnance et soulevé notamment, là je cite, qu'en exerçant dans la recherche de ce moyen un contrôle entier, l'appréciation des faits ayant justifié la mesure disciplinaire, alors qu'elle aurait dû se borner à désigner le cas échéant comme étant de nature à créer un doute sérieux, le moyen tiré d'une appréciation manifestement erronée de l'administration, le juge des référés a commis une erreur de droit. Dans la décision plus récente de 7 mars 2012, le Conseil d'État a suivi le même raisonnement. En l'espèce, les requérants réfugiés de nationalité irakienne demandaient au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français par échange avec son permis de conduire de sa nationalité d'origine. N'ayant qu'un document officiel retraçant les éléments essentiels contenus dans un permis de conduire, ou malgré l'impossibilité pour lui de demander un duplicata à cause de son statut de réfugié, le préfet a rejeté sa demande en exigeant la présentation de l'original de permis. Accessoirement à sa demande d'annulation, les requérants ont demandé la suspension d'exécution devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice. En examinant la demande de suspension, le juge de référé n'a pas donné suite favorable à la demande de suspension, faute de doute sérieux. En cassation, cette ordonnance a été annulée par le Conseil d'État, qui a relevé, là je cite, en jugeant que ces moyens n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, alors que celle-ci revenait en réalité à exiger que le document produit, dont l'authenticité n'était pas contestée, comporte l'ensemble des éléments d'information devant figurer dans le titre de conduite lui-même, le juge des référés a, compte tenu de son office, commis une erreur de droit. Ces deux cas sont donc symptomatiques des limites de l'office du juge de référé suspension. Un juge qui est censé aller jusqu'à la vraisemblance de l'égalité sans le dépasser. Car au-delà de ce seuil, le juge ne sera plus dans la phase de l'incertitude, mais dans celle de l'incertitude, dépassant ainsi les limites de son office. Il arrive parfois que le Conseil d'État s'abstient d'annuler une ordonnance du référé suspension, alors même que celle-ci comporte une surmotivation. Cela représente des cas où le juge de référé suspension indique l'existence d'une illégalité manifeste, alors même qu'il devrait se contenter de s'élever l'existence d'un doute sérieux quant à cette illégalité. Or, dans ce cas, ressortent plus d'effets de l'espèce que de l'examen effectué par le juge.
En d'autres termes, ce sont les faits de l'affaire qui montrent une illégalité manifeste, invitant le juge de référé suspension à relever celle-ci d'une manière tranchée. Donc elle ne reflète pas pour autant une intensification du contrôle exercé par le juge de référé suspension. C'est dans le cadre donc de son examen de la vraisemblance qu'une illégalité manifeste s'est imposée à lui, le poussant ainsi à affirmer l'illégalité de la décision attaquée. Si la surmotivation n'implique pas systématiquement l'annulation de l'ordonnance de référé, il convient de noter qu'il produit deux conséquences très importantes. D'un côté, la surmotivation porte atteinte à l'impartialité objective du juge de référé suspension. Ainsi, si de principe, celui-ci peut participer dans la formation du jugement principal de la même affaire qu'il a eu à connaître quand il était juge de référé, sans que cela porte atteinte à son impartialité objective. N'en restait pas moins qu'en cas de surmotivation, ce juge de référé ne peut pas siéger. En fait, en rendant une ordonnance en des termes tranchés, le juge perd son impartialité objective et ne pourra plus siéger comme juge de principal. D'un autre côté, lorsque le juge utilise des termes tranchés, le juge de cassation peut intensifier son degré de contrôle. Donc en conclusion, et pour conclure, on peut dire qu'à la différence du juge qui tente d'évacuer le doute, l'office de juge de référé suspension est centré sur la notion du doute. En introduisant la condition du doute sérieux comme équivalent de la recherche de l'illégalité apparente de la décision attaquée, l'office du juge de référé suspension se précise. Il gagne une autonomie par rapport au juge du principal qui doit se forger une certitude quant à l'illégalité de la décision attaquée. C'est ainsi que le doute constitue un point d'ancrage du juge administratif de référé suspension. Il, en quelque sorte, délimite son office, il lui donne une identité propre, distincte de celui du juge principal. Cette recherche de doute sérieux, relevée en le temps de l'instruction succincte, garantit une procédure allégée où le juge d'urgence se distingue nettement du juge du fond, tant par la célérité d'intervention que par l'intensité du contrôle. Je vous remercie, mesdames et messieurs, très sincèrement de votre attention et j'attends de vous rencontrer virtuellement le 5 mars prochain. Merci beaucoup.